La cinquième et dernière partie du Code de l'indigénat en application en Afrique de l'Ouest par la puissance coloniale française entre 1887 et 1924, tirée des sources principales dont Laurent Manière, Alice Coquelin, Mamadou Diouf, Archives nationales du Sénégal et Danone Aix-en-Provence. Article 30. Port d'armes ou d'objets assimilés sans autorisation. Ce que la norme interdisait, portait sans autorisation des armes ou des objets assimilés définis de façon très large. Un chasseur porte son arc dans le village après une partie de chasse. L'arc est classé comme arme, condamné. La chasse était autorisée, le port des outils ne l'était pas. Un homme porte un couteau de cuisine attaché à sa ceinture, pratique quotidienne en milieu rural. Port d'armes blanches non autorisées, 5 jours de cellule. Un vieillard porte un bâton décoré de symboles de son clan, classé comme objet assimilé à une arme confisquée. Le vieillard est condamné. Article 31. Injure ou menace envers un autre sujet. Ce que la norme interdisait, insulte, voie de fait ou menace entre sujets, l'administrateur pouvait juger à la place du tribunal de premier degré, concentrant entre ses mains le pouvoir judiciaire. Deux voisins se disputent la limite d'un champ. L'un traite l'autre de menteur en Wolof. L'administrateur condamne le premier qui était le plus pauvre des deux sans entendre les témoins. Une femme insulte son mari qui l'a battue. Le mari la dénonce. Elle est condamnée pour injure. Lui, non. Les violences domestiques ne constituent pas une infraction dans ce registre. Article 32. Dommages aux infrastructures coloniales. Ce que la norme interdisait, endommager routes, ponts, lignes télégraphiques, bâtiments administratifs, même involontairement. Un bœuf échappe à son propriétaire et renverse un poteau télégraphique. Le propriétaire est condamné comme s'il avait agi volontairement. Dommage aux installations coloniales. Un enfant brise en jouant une vitre du bureau du chef de canton. Le père est condamné et doit payer la réparation, l'équivalent d'une semaine de travail. Article 33. Faux témoignage ou déclaration mensongère. Ce que la norme interdisait, faux témoignage ou déclaration mensongère devant l'autorité administrative. Un homme témoigne en faveur d'un accusé et contredit la version du garde de cercle. Il est accusé de faux témoignage, non pas parce que sa version était fausse, mais parce qu'elle contredisait celle du fonctionnaire. Condamné. Un homme ne se souvient pas de la date exacte d'un événement survenu 3 ans auparavant. Sa réponse hésitante est enregistrée comme déclaration mensongère. Condamné pour faux. Article 34. La clause finale. Tout acte ou comportement non prévu par les articles précédents, mais jugé par l'administrateur comme portant atteinte à l'ordre, à la dignité de l'autorité ou au bon fonctionnement de la colonisation. Cet article 34 n'interdit rien de précis, il interdit tout ce que l'administrateur décide d'interdire. C'est le verrou final du système. Si les 33 articles précédents ne suffisent pas à justifier une condamnation, l'article 34 le permet toujours. Porter des chaussures. Dakar 1909. Un indigène porte des chaussures en cuir dans un quartier européen. Un colon se plaint. Trop de familiarité. L'article 34 le condamne pour comportement portant atteinte à la dignité de l'autorité. Les chaussures sont confisquées. Circuler à bicyclette dans la zone blanche. Saint-Louis 1911. Un instituteur africain utilise sa bicyclette pour rejoindre l'école et passe par le quartier européen. Arrêté, la bicyclette est saisie. L'article 34 le condamne pour attitude de nature à troubler l'ordre. Les Européens à bicyclette dans le même quartier, aucune sanction. Ne pas ôter son chapeau devant un blanc. Conakry 1909. Un homme marche, chapeau sur la tête et passe devant un Européen sans se découvrir. L'article 34 s'applique à lui. Dans la même ville, un Européen coiffé qui passe devant un chef traditionnel n'a aucune obligation. S'habiller trop élégamment. Bamako 1913. Un commerçant d'Ioula porte un boubou blanc rodé, habit de fête traditionnelle un jour de semaine. Un colon le signale comme insolence sociale. Il est condamné au terme de l'article 34 pour attitude incompatible avec le bon ordre colonial. Parler le français trop bien. Thiès 1919. Un employé des postes formé dans une école missionnaire s'adresse à un Européen en utilisant le vous et des phrases élaborées. Le colon se sent, je cite, manqué de respect par excès de familiarité. Note interne, l'indigène dépasse sa condition. Il est muté et condamné à une amende au terme de l'article 34. Regardez un fonctionnaire dans les yeux. Kaolack 1909. Un homme répond à la question d'un garde en le regardant directement dans les yeux, comportement normal dans sa culture, signe d'honnêteté. Le garde l'interprète comme un défi. L'article 34 qualifie l'acte d'attitude constituant un manque de respect envers l'autorité. Il est condamné. Jouer d'un instrument après 21 heures. Dakar 1908. Un musicien joue de la kora chez lui après 21 heures. Un voisin européen se plaint.
L'article 34 est invoqué pour trouble à l'ordre du quartier. 3 jours de cellule. Ne pas céder le trottoir. Conakry 1912. Un sujet ne descend pas du trottoir au passage d'un Européen, pratique informelle mais socialement imposée. L'article 34 le condamne pour acte portant atteinte à la dignité des représentants de la civilisation. Posséder un roman de Zola. Thiès 1920. Un jeune homme est trouvé en possession d'un roman français. Aucun article ne l'interdit explicitement, mais l'administrateur estime qu'un indigène qui lit Zola est un facteur d'agitation. Posséder trop de biens. Ségou 1916. Un commerçant mandinka avait économisé suffisamment pour acheter une petite maison en pierre, type d'habitation associée aux Européens. Aucun article ne l'interdisait spécifiquement. Mais l'article 34 le condamne pour comportement incompatible avec la condition du sujet. Il est contraint de vendre. En conclusion, 3 caractéristiques structurelles font du Code de l'indigénat un instrument de contrôle total plutôt qu'un code pénal au sens moderne du terme. Premièrement, il ne s'applique qu'au sujet, les indigènes privés de la citoyenneté française. Pierre Maillard, citoyen français, peut refuser un ordre, critiquer l'administration, se déplacer librement, ne pas cultiver ce qu'on lui ordonne. Théomiko Kouyaté ne peut rien faire de tout cela. Deuxièmement, presque toutes les infractions sont définies par des termes volontairement vagues. Manque de respect, divagation, de nature à troubler, motif légitime. L'administrateur en est le seul interprète. Il n'existe pas d'appel effectif. Le juge est souvent la même personne qui a ordonné l'acte et ensuite qualifié d'infraction. Troisièmement, certaines infractions comme le non-paiement de l'impôt de capitation sont structurellement impossibles à éviter pour un cultivateur ordinaire quand la récolte est mauvaise. Le système crée automatiquement de la culpabilité là où il n'en existe pas. Il n'a pas été conçu pour être juste. Il a été conçu pour être utilisable à tout moment contre n'importe qui.